une de cette édition, rencontre entre le CEFOP et la coalition de lutte contre la vie chère, le chef de file de l'opposition s'inquiète des principes et des conditions de la lutte de la coalition pour l'amélioration des conditions de vie des populations burkinabè. Vous l'entendrez dans cette édition. Et c'est sur fond de tension que la population zambienne va élire son président ce 12 août. 16 candidats sont en lice, mais le duel se jouera essentiellement entre le président sortant et son rival de longue date qui se présente pour la 6e fois. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Comme cela a été dit, une délégation du CEFOP était ce matin à la Bourse du Travail à la rencontre de la coalition de lutte contre la vie chère CCVC. Au cours des échanges, les deux organisations ont souligné la nécessité de désormais mieux communiquer pour poser des actes concertés allant dans le sens de l'épanouissement des populations. Compte rendu de Urbain Benito Somé et Abdel Aziz Yagibou. La cherté de la vie. Voici le sujet qui guide les pas du CEFOP vers la coalition de lutte contre la vie chère CCVC. Après des débriefings sur leur mission, objectifs et principes qui encadrent leur fonctionnement, les deux organisations s'accordent de désormais mieux communiquer pour mieux coordonner et mener des combats utiles à l'intérêt commun. Il était de bon ton que nous puissions prendre attache avec la CCVC, qui est une organisation qui lutte contre la vie chère. Et comme nous l'avons constaté ces derniers mois, les produits de première nécessité n'ont fait que flamber. On disait hier d'ailleurs que le prix de l'huile a augmenté de 60%. Donc nous ne pouvons pas tolérer une inflation à 2 chiffres, encore moins de plus de 50% du prix. C'est très fort pour nos revenus qui n'augmentent pas, quasiment pas. Nous sommes venus donc les encourager pour le travail qu'ils sont en train de faire, pour voir un peu comment ils fonctionnent, comment ils s'organisent, comment ils peuvent nous donner des informations conséquentes pour notre prise de décision. Et certainement, s'il y a des actions futures, pourquoi pas s'informer mutuellement et voir comment on peut s'accompagner. Démarche bien accueillie par la CCVC. La coalition dit rester ouverte à la collaboration pour peu que celle-ci s'inscrive dans la logique de la lutte contre la vie chère et pour la promotion des libertés individuelles et collectives. C'est la première fois que nous rencontrons le nouveau chef de file de l'opposition. Donc nous avons échangé sur les questions de préoccupation majeures de l'heure qui, comme vous le savez, concernent l'insécurité, la pandémie de la Covid et naturellement la question de la vie chère que nous vivons encore aujourd'hui. La rencontre de ce matin n'avait pas pour objectif, retenez bien, de créer un cadre de concertation entre la CCVC et les CEFOP. Parce que, comme vous le savez et comme je l'ai rappelé tantôt, l'objectif final des partis politiques, c'est la prise du pouvoir et sa gestion. Et ce qui n'est pas le cas des organisations de la société civile que nous sommes. Pas question aussi de plateformes revendicatives communes. Mais étant donné que le terrain commande souvent la manœuvre, dit-on, le regroupement des organisations de la société civile contre la vie chère CCVC et ses ordres du CEFOP n'exclut pas des actions spontanées et d'envergure qui viendraient à être dictées par l'évolution de la situation nationale. Son installation a créé la frayeur au sein des populations des Hauts-Bassins, mais dans l'ensemble, la campagne humide se déroule bien. C'est le constat fait par le ministre en charge de l'agriculture et ses collaborateurs qui ont pris le pouls de la campagne dans la région. Visite guidée, vue et commentée par Lamine Karantao et Karim Sissé. Une exploitation de manioc irrigué. L'exploitation agricole située à Santidougou à quelques encablures de Bobo-Dioulasso s'étend sur 5 hectares que le maître des lieux est fier de faire découvrir au ministre en charge de l'agriculture et à ses collaborateurs. Ici, la production se fait en toute saison et ce grâce à des systèmes d'irrigation, des techniques résilientes et performantes qui font de lui un modèle dans l'agriculture. Nous avons sur place ici 3 variétés, à savoir la variété locale de Santidougou, la Calabè et la V5 que nous venons d'expérimenter rien que cette année. On peut aller jusqu'à 40 tonnes, voire 50 tonnes pour la V5. Ce que nous avons déjà constaté à travers ce que nous avons fait. À l'hectare. Mais en ce qui concerne la variété locale de Santidougou, nous sommes autour de 25 à 30 tonnes. Un tour à Diaradougou. Là,
la délégation ministérielle découvre un bas-fond de 30 hectares de riz exploité majoritairement par des femmes. Plus de la moitié de l'exploitation a été labourée dans le cadre de l'initiative présidentielle. Les producteurs ont aussi bénéficié d'appui en intrants. La physionomie des cultures augure de belles perspectives, même si des difficultés demeurent. C'est un site non aménagé. Donc si vraiment on pouvait avoir de l'appui, peut-être ça allait donner plus d'engouement encore aux braves producteurs. En plus de ça, il y a le problème de post-récolte. Bon, pour avoir un produit fini bien, il faut bien récolter. Bon, sur le site là, on a vraiment des difficultés, surtout au niveau des batteuses là. Donc, au niveau de Diaradougou même, ils n'ont même pas de batteuse. Maintenant, pour le séchage là, c'est vraiment difficile. D'autres exploitations, comme ce champ de coton de 19 hectares à Siankoro et cette rizière à Kobi, ont aussi reçu la visite du ministre en charge de l'agriculture. En tout cas, on a eu une bonne pluviométrie. Au départ, il y a eu des poches de sécheresse dans le mois de juin, mais au fur et à mesure, à partir du mois de juillet, les pluies se sont établies régulièrement et cela a permis un bon développement des spéculations. En tout cas, nous sommes vraiment satisfaits de cette sortie et nous avons vu l'engouement qu'il y a autour de l'initiative du président de Faso, produire 1 million de tonnes de riz. Des pluies régulières et de bonne quantité permettraient une bonne fin de campagne agricole. Tous les acteurs sont en tout cas très optimistes. Dans un tout autre registre, la liste des notaires s'agrandit au Burkina avec 10 nouveaux arrivés. Ces désormais collaborateurs directs de la justice et officiers publics assermentés ont prêté serment ce 11 août devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou. L'instant est immortalisé par Sielassina Ouattara et Ahadi Sandamba. À la barre, pas pour répondre d'un manquement quelconque, mais pour prendre un engagement solennel devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou. L'engagement d'intégrer la corporation notariale et d'exercer le métier dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi que l'éthique et la déontologie de la profession. Cette prestation de serment marque ainsi leur entrée en tant que stagiaire au métier de notaire. La prestation de serment des impétrants de ce jour a été instituée par l'article 12 de la loi numéro 021-2019, barre AN du 7 mai 2019, portant statut de notaire au Burkina Faso, laquelle marque le début effectif du stage. Pour les impétrants, plus qu'un acte légal, ce serment est un défi à relever pour l'honneur de la corporation notariale. Nous nous engageons à nous approprier, en tout cas, et les conseils qu'ils nous ont donnés. Nous nous engageons également à nous approprier le contenu des textes qui doivent faire partie de notre profession. Et vraiment, c'est un grand honneur et une grande responsabilité pour nous. Et nous nous engageons à relever ce défi-là pour le bonheur de la profession. Au nombre de 10, ils vont donc passer un stage de 2 années dans différents cabinets notariaux. Après le stage, ils seront nommés par le ministère en charge de la justice garde des Sceaux pour exercer le métier de notaire, tout en ayant en mémoire le contenu du serment fait en ce jour, précise Maître Soumaïla Dakio, président du Conseil national de l'ordre des notaires du Burkina Faso. Juste après les notaires, c'était le tour des nouveaux géomètres experts de se conformer à la loi en vigueur au Burkina. Ils ont pris l'engagement devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou d'exercer le métier de géomètre expert dans le respect de la loi. Témoignage avec Sielassina Ouattara et Ahadi Sandamba. Je le jure. Monsieur Nikema Tigan Joachim. Je le jure. Monsieur Ouedraogo S. Armand. Je le jure. À partir de cet instant, ils sont géomètres experts reconnus par la loi et font désormais partie de la corporation. Cette prestation de serment leur donne alors le quitus, entre autres, de faire des lotissements, des bornages, des limitations de terrain, des fusions ou mutations des biens fonciers. La loi recommande que tout géomètre expert, avant l'exercice de ses fonctions, doit prêter serment devant les tribunaux. Parce que c'est un engagement important, vu vraiment la charge qu'attend chaque géomètre expert dans l'exercice de ses professions. Donc la loi nous invite à prêter serment avant d'entrer en fonction. Une responsabilité que ces nouveaux professionnels techniques et juridiques du foncier
entendent assumer dans le respect des textes en vigueur au Burkina Faso. Je vois les défis qui se présentent à moi. Donc, d'ores et déjà, je suis prêt. J'ai juré, je me suis engagé. C'est un acte qui est vraiment grand que je viens de poser. Donc, je crois que je ne dois pas négliger l'acte. C'est un rêve qui se réalise. Nous allons aussi apporter notre débat scientifique au sein de l'ordre. Au moment où le domaine du foncier connaît une mutation, nous sommes prêts à apporter une touche particulière. Ces nouveaux géomètres experts viennent porter à une trentaine l'ensemble des membres de la corporation. L'ordre des géomètres experts du Burkina Faso a été créé en mai 2010. Il regroupe tous les géomètres experts agréés du pays des hommes intègres. Leur contribution à la promotion et la préservation de la paix n'est plus à démontrer, mais un renforcement de compétences s'impose pour atteindre de meilleurs résultats. C'est ce à quoi s'attelle le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique à travers cette session de formation au profit des femmes du plateau central. 3 jours de conclave donc pour faire de ces responsables d'associations des vecteurs de paix et de tolérance. L'ouverture de la session avec Issa Kafando et Isia Kanana. Elles ont un rôle de premier plan à jouer dans le combat pour la défense de la paix en leur qualité de mères. Elles, ce sont les leaders d'associations féminines de la région du plateau central. Réunis ici à Zignaré, ces responsables d'associations sont à l'école de la promotion de la paix. La paix, comme un ancien président ivoirien le disait, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et donc, pour savoir comment se comporter afin que la communauté soit en paix, il faut que la femme sache déjà inculquer ce type de comportement à sa progéniture. Il faut que dans le milieu dans lequel elle vit, qu'elle sache maintenir un climat de paix. Maintenir un climat de paix pour un développement harmonieux durable à travers la femme, c'est donc tout le sens de cette formation. De l'état des lieux des conflits au Burkina Faso à la nécessité de la promotion de la paix en passant par la résolution 1325, Femmes, Paix et Sécurité des Nations Unies, ce sont autant de modules qui seront développés 3 jours durant à l'intention de la trentaine de participantes. On va voir quelle peut être même l'implication des associations, l'apport de ces associations-là dans la culture de la paix. Et c'est de tout cela qui va s'agir donc au cours de ces 3 jours, parce que les associations seront elles-mêmes amenées à rechercher des financements pour pouvoir mener des activités allant dans le sens donc de la culture de la paix et de la tolérance. La région du plateau central est l'avant-dernière étape de cette caravane de formation des leaders d'associations féminines. L'ambition affichée par le département en charge de la promotion civique constituait un réseau d'associations pour la promotion de la culture de la paix au Burkina Faso. Il est aussi primordial d'outiller les acteurs clés des régions dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Une nécessité comblée par le projet d'appui scientifique au processus des plans nationaux d'adaptation qui s'engage à mettre les acteurs des hauts bassins sur le même niveau d'information. À Bobo-Dioulasso, c'est du où une rencontre a permis à ces acteurs de s'informer sur les mécanismes nationaux de lutte contre les changements climatiques. Betty Bienao et Adama Julien Dambélé. Le changement climatique au centre de cet atelier. Un atelier d'information et de formation au profit des acteurs de la région des Hauts-Bassins sur les mécanismes d'opérationnalisation du plan national d'adaptation au changement climatique et de la contribution déterminée au niveau national. C'est une initiative financée par le projet d'appui scientifique au processus des plans nationaux d'adaptation. Elle vise à outiller ces acteurs pour une meilleure participation à la mise en œuvre de ces stratégies de lutte contre le changement climatique. Le PNA s'adresse aux questions d'adaptation, ça veut dire que le changement climatique est là, comment on fait pour y vivre avec. La CDR, la contribution déterminée nationale, vise à voir comment on peut réduire les émissions pour effectivement ne pas alimenter les causes essentielles du changement climatique. Les participants donc sont des acteurs de la région qui contribuent efficacement à la lutte contre les changements climatiques. À l'issue de cet atelier, il est attendu des participants qu'ils soient des relais communautaires dans la lutte contre le changement climatique. Une initiative saluée par les premiers responsables en charge de l'environnement. Cette formation va leur donner des outils en plus pour
travailler en intégrant la dimension changement climatique. Cette activité est organisée en 2 phases. Une première phase plénière et une deuxième en atelier. À terme, l'objectif est de permettre aux participants de monter des projets modernes qui répondent aux critères de financement climat. Culture à présent, et je vous invite à découvrir la nouvelle œuvre de Sabari Christian Dao avec pour titre les pratiques et expressions liées au balafon pentatonique Sénoufo. L'ouvrage décrit les enseignements liés au balafon Sénoufo et appelle à la sauvegarde du patrimoine culturel. La dédicace de l'œuvre avec Adam Nkiti et Vincent Chandrebego. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au Burkina Faso, les pratiques et expressions culturelles liées au balafon pentatonique Sénoufo. C'est le titre de la nouvelle œuvre de Sabari Christian Dao, une œuvre culturelle de 86 pages qui décrit les enseignements du balafon Sénoufo. Autour du balafon, il y a la solidarité, il y a les connaissances, il y a l'éducation. Voilà. Donc le balafon n'est qu'un prétexte en fait, ce n'est qu'un instrument, mais autour du balafon, nous avons à sauvegarder nos valeurs culturelles. Voici en fait le message essentiel du livre. Dans cette œuvre, Sabari Christian Dao appelle à la sauvegarde du patrimoine culturel, un patrimoine en perpétuelle perdition face à la mondialisation croissante. Il est important de prendre soin en griffe de nos pratiques et expressions, de nos valeurs culturelles. Le patrimoine culturel immatériel, c'est simplement tout ce qui est chant, tout ce qui est coutume, tout ce qui est danse autour du balafon. Auteur de 4 œuvres, Sabari Christian Dao est actuellement en service au ministère de la Culture. Il est titulaire d'un master en muséologie. Cette dédicace intervient en période de reboisement et l'auteur invite à la plantation d'arbres dont le bois sont utilisés pour la confection du balafon. Hors de chez nous, jour de vote en Zambie sur fond de tension. La population est dans les urnes ce 12 août pour élire son président et ses conseillers municipaux. 16 candidats sont en liste pour la présidentielle, mais les regards sont tournés vers le président sortant et son principal rival. Suivant. La Zambie se rend aux urnes ce jeudi. Des 6 heures de longue queue se formaient déjà devant les bureaux de vote de Lusaka, la capitale. Les électeurs devront désigner leur président parmi les 16 candidats en lice. Mais le duel se jouera essentiellement entre le sortant Edgar Lungu et son rival de longue date, Hakainde Hichilema, qui se présente pour la 6e fois. Depuis mai, les 2 principaux prétendants ont battu une campagne limitée par les restrictions liées à la pandémie de coronavirus en quête de soutien. Le vote dira qui des deux aura réussi à convaincre une population affectée par la hausse du coût de la vie. L'inflation a grimpé de plus de 20% et la Zambie est devenue le premier pays africain en défaut de paiement depuis l'apparition du coronavirus. Des tensions avaient éclaté à l'approche du vote entre partisans du Front patriotique au pouvoir et ceux de l'opposition. Quelques 7 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Outre le président, ils votent aussi pour les législatives et les municipales. Les résultats sont attendus avant dimanche. La sortie médiatique du maire de Komsilga sur le déguerpissement de 71 ménages à Tengango et le procès des présumés terroristes où Ibrahim Diallo a écopé de 21 ans de prison ferme sont les principaux sujets développés par les parutions du jour. La revue de presse avec Boukari Ouedraogo. Mahamoudou Ibrahim Diallo, 25 ans, arrêté en 2019, s'est fait enrôler dans l'État islamique pour des questions financières, précise-t-il pendant l'instruction. Virage de 90 degrés pendant le procès, nous précise le quotidien car le prévenu change de version et ne reconnaît pas les faits. Ce qui lui a valu une peine d'emprisonnement de 21 ans ferme, souligne le journal Le Pays. À l'annonce de sa condamnation, le prévenu rentre dans tous ses états et prédit l'enfer au tribunal, martèle l'observateur Palga. Pour lui, il n'a rien fait pour aller en prison et si tel est le cas, il vaut mieux le tuer, clame-t-il dans le quotidien de Tassidoya.
Des propos qui font dire à l'Expresso du Faso que le terrorisme est plus sérieux qu'on ne l'imagine et le journal estime qu'au-delà des déclarations, ces propos viennent nous indiquer un tant soit peu ce qu'il y a dans la tête de ces terroristes. Sur la grogne de 71 ménages de Tengandogo sommés par la justice de quitter leur habitation, le maire de Komsilga, Youssouf Nikiema, rompt le silence et donne des explications dans Aujourd'hui au Faso. Amidou Tamboura, le propriétaire des lieux, ne s'est pas plié face aux multiples propositions d'arrangement de la mairie de Komsilga pour épargner le déguerpissement de 71 ménages, poursuit Aujourd'hui au Faso. Face à cette situation, nous dit Sidoya, plusieurs personnalités sont entrées en branle pour un règlement du différend dans un climat d'apaisement. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de votre attention. 14h, c'est le rendez-vous avec nos confrères des langues nationales pour les informations en Moré, Djoula et Fulfodé. Bon après-midi à tous.